Alors, on passe à la dernière classe, la première 2 de Madame Dorostkar, et on commence par Océane. Je vais vous présenter un extrait de Guy de Maupassant, Le Horla, plus spécifiquement la nouvelle fantastique La Rose. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu, je ne peux plus y douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles, j'ai encore peur jusque dans les moelles, j'ai vu. Je me promenais à 2 heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commençait à fleurir. Quand je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si ses mains l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdue, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors je fis preuve d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir des pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination ? Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les 2 autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrai chez moi l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit. Maintenant, on écoute Albin. Le fan club, là. Ouais, c'est ça. C'est bon, vas-y. Donc je vais vous présenter le conte de Monte Cristo et je vais vous conter un extrait où le personnage principal, Dantès, va découvrir le fameux trésor de l'île de Monte Cristo. Dantès introduisit le côté tranchant de sa pioche entre le coffre et le couvercle, pesa sur le manche de la pioche, et le couvercle, après avoir crié, éclata. Une large ouverture les rendit les ferrures inutiles. Elles tombèrent à leur tour, serrant encore de leurs ongles tenaces les planches entamées par leur chute. Et le coffre fut découvert. Une fièvre vertigineuse s'empara de Dantès. Il saisit son fusil, l'arma et le plaça près de lui. D'abord, il ferma les yeux, comme font les enfants, pour apercevoir dans la nuit étincelante de leur imagination plus d'étoiles qu'ils n'en peuvent compter dans un ciel encore éclairé. Puis, il les rouvrit et demeura ébloui. 3 compartiments scindaient le coffre. Dans le premier, brillaient de rutilants écus d'or aux fauves reflets. Dans le second, des lingots mal polis et rangés en bon ordre, mais qui n'avaient de l'or que le poids et la valeur. Dans le troisième, enfin, à demi plein, Edmond remua à poignée les diamants, les perles, les rubis qui, cascades étincelantes, faisaient, en retombant les uns sur les autres, le bruit de la grêle sur les vitres. Après avoir touché, palpé, enfoncé les mains frémissantes dans l'or et les pierreries, Edmond se releva et prit sa course à travers les cavernes avec la tremblante exaltation d'un homme qui touche à la folie. Il sauta sur un rocher d'où il pouvait découvrir la mer et il n'aperçut rien. Il était seul, bien seul, avec ses richesses incalculables, inouïes, fabuleuses qui lui appartenaient. Seulement, rêvait-il ou était-il éveillé? Faisait-il un songe fugitif ou étreignait-il corps à corps une réalité? Maintenant, c'est au tour d'Énéas. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous lire un extrait de Gargantua écrit par Rabelais. Et dans ce chapitre-là, le géant Gargantua arrive sur Paris et voilà. Après quelques jours de repos,
Il visita la ville et fut partout l'objet d'une grande admiration, car le peuple de Paris est par nature si sot, si badaud et si inepte qu'un bateleur, un porteur de reliquailles, un mulet avec ses grelots, un violonneux au milieu d'un carrefour réunira plus de gens que ne le ferait un bon prédicateur évangélique. Les gens le poursuivirent si fâcheusement qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. Là, voyant tant de gens alentour, il dit nettement « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici mon don de bienvenue. C'est juste, je vais leur payer à boire, mais ce ne sera que par riz. » Alors en souriant, il déboutonna sa belle braguette et tirant son membre à l'air, leur pissa dessus si violemment qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. Quelques-uns d'entre eux échappèrent à ce déluge de pis s'enfuyant en toutes jambes. Arrivés sur la colline de l'université, suant, toussant, crachant, hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et jurer. « Par le sang Dieu, jarni Dieu, vain Dieu, tu vas bien, mère de Dieu, capede Dius. Que Dieu ait pitié, pouvoir du Christ, ventre saint connard, vertu Dieu, par saint fiacre de Brie. Par saint Trignan, je me voue à saint Thibaut, Pâques Dieu, jour de Dieu. Le diable m'emporte, foi de gentilhomme. Par saint Andouille, par saint Gaudégran, martyrisé de pommes cuites. Par saint Foutin l'apôtre, par saint Vie, par sainte Commère, nous sommes arrosés par riz. D'où le nom de Paris donné depuis cette date à la ville, qu'on appelait auparavant Lutèce, comme dit Strabon en livre 4, c'est-à-dire en grec blanchette, en raison des blanches cuisses des dames du pays. Et la dernière, c'est Anaïs. Bonjour, je vais vous lire un extrait du livre « La grammaire est une chanson douce » de Éric Orsena. Vous savez combien de langues meurent chaque année? Comment? Privés de mots et encore plus de chiffres, aurions-nous pu les répondre? Je vous rappelle qu'après les chaos de la tempête et les agressions du vent, nos pauvres têtes ne pouvaient plus fabriquer la moindre phrase. Nous parvenions tout juste à comprendre ce qu'on nous disait. 25 langues meurent chaque année. Elles meurent faute d'avoir été parlées. Et les choses que désignent ces langues s'éteignent avec elles. Voilà peu à peu pourquoi les desserts nous envahissent. À bon entendeur, salut! Les mots sont les petits moteurs de la vie. Nous devons en prendre soin. Ils nous regardaient fixement, l'un, puis l'autre, Thomas et moi. Sa gaieté, sa gentillesse s'étaient évanouies, avalées par une gravité terrible. Il marmonnait pour lui-même. D'une main, il tenait le hors-bord, de l'autre, il comptait sur ses mains 25 de moins chaque année. Comme il reste 5000 langues vivantes sur la Terre, en 2100, il ne restera plus que la moitié. Et après, la nuit, en tombant, lui retira sa colère. Comme si l'obscurité était, avec la musique, la seule vraie maison de M. Henry, l'endroit où il pouvait vivre à